You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 19e épisode de la 4e saison de Cold Facts. Avant de parler de National League, on va forcément faire un petit détour par Pékin ou par Cham, ça dépend, pour parler de la sélection et des quelques cas de Covid qui font que Patrick Fischer a dû procéder à des ajustements de son contingent. Après, on parle d'Ajoie et on va revenir aussi sur ce 11-0 qui a suscité en fait un débat assez intéressant entre culture nord-américaine et culture européenne. Ensuite, on parle de Lausanne qui a joué un seul match et perdu ce match contre les Lions zurichois. Après, on en vient à Genève qui a fait du 1,5 point par match, une défaite, une victoire. Mais une victoire importante, 3-0 contre Zurich. On n'a pas aimé non plus, là, pour le coup, la charge d'Andrighetto sur Théo Campagna. Et puis, après, on parle de Bienne qui a renouvelé une partie de son staff. Ça, c'est assez intéressant. Puis on termine par Fribourg, qui, lui, marche toujours sur l'eau. Toujours leader, 2 victoires. Et puis, par contre, on va s'intéresser au contrat des joueurs fribourgeois jusqu'en 2023, qu'il s'agira peut-être de re-signer, ce qui nous permet aussi de parler du contrat de Gregory Hoffman, qui se termine en 2023. Salut Greg. Salut Jean-Fred, en forme olympique. Oh, quel coquin. Oui, en forme olympique. On est prêt à devoir faire des nuits. Pas possible à se lever à 3h, 4h du matin pour regarder le ski et le hockey sur glace aussi. Mais alors, pour le coup, le CIO a été plus sympa avec les Suisses parce que les matchs, c'est 9h40, je crois, et 14h10. Exactement. Le samedi à 14h10. En plus, on ne doit même pas se lever le matin à 9h40. Un samedi matin, c'est beau ça, non ? Ouais. Donc... Non, merci le CIO d'avoir mis les Jeux Olympiques à Pékin, c'est vraiment super. Mais au moins, on a des matchs de hockey à des heures à peu près convenables. Puis bon, si c'est pour voir des Schwitzois faire des médailles en ski, ceux qui veulent se lèveront. Mais pour le hockey, c'est à des heures correctes. Avec justement 2-3 petits soucis au niveau de l'équipe de Suisse. On avait entendu parler que Johan van Pottelberger serait sans doute pas sûr d'y aller. Ça a été confirmé, c'est Sandro Eschliman qui le remplace à cause évidemment du Covid. Ce qui doit être le plus frustrant, c'est que il n'est pas cloué au fond du lit en se disant de toute façon je pourrais rien faire. Ça, c'est un petit souci supplémentaire. Senteller, on était super surpris de le retrouver dans cette sélection. C'était en gros sa première nomination dans un grand tournoi. Ce sera sa première nomination dans un grand tournoi, mais il n'y ira pas puisque c'est Calvin Turkov qui le remplace. Et Christian Marty, le défenseur, qui a été là aussi positif au Covid et pour l'instant toujours pas de remplaçant annoncé. Ouais, quelqu'un me faisait la blague en disant il n'y a qu'à prendre Aurélien Marty, comme ça il n'y a pas besoin de changer le nom sur le maillot. C'est un ami que je salue au passage. C'est une super blague, je l'aime beaucoup. Puis dans le genre défenseur défensif un peu bourrin, il faudrait juste qu'il se coupe les cheveux déjà. Mais pourquoi pas, ça fait sens, non ? Alors s'il faut rester dans le giron lausannois, forcément que je pense peut-être plus à Lucas Frick, étant donné que tu avais fait un article aussi avec lui sur... on ne connaît pas trop la composition de ce Taxi Squad qui a été qui n'existe pas encore. Ah ouais, c'est ça. Elle n'a pas été formée. Il y a juste 20 joueurs qui sont de piquet, on va dire, qui font tous les protocoles Covid dont tu as connaissance, parce que toi qui devais être pas dans la Taxi Squad, tu devais être dans la squad de ton média pour aller à Pékin, finalement tu ne vas pas. Mais tu as eu vent de tous les protocoles pour se rendre en Chine, comment ça se passe, les nombreux tests, 2 tests négatifs avant, etc. Et 20 joueurs sont dans ce protocole-là pour, au cas où, être à disposition de Patrick Fischer. S'il y a un cas de Covid, c'est ce qui est arrivé là. Donc, c'était bien vu d'en avoir quelques-uns à disposition. Je pense que 20 joueurs, ça doit être... j'en sais rien, moi, 2-3 gardiens, 6-7 défenseurs et puis une petite dizaine d'attaquants, quoi, pour schématiser. Et du coup, c'est bien vu. Ouais, effectivement, je pense qu'un Lucas Frick ferait beaucoup de sens, même si c'est pas exactement le même profil. Non. Moi, quand j'avais fait ma présélection, j'avais justement mis Christian Marty dans ce rôle bien défini. Je trouvais qu'il était assez légitime.
J'avais mis Calvin Turcoff aussi ou Samuel Valzer parce qu'au moment où ça aurait pu être un sorte de centre fiable défensivement, mais Turcoff, c'est un peu plus le futur de l'équipe de Suisse, donc ça fait complètement sens de l'avoir. Il marche bien avec Lugano. Saint-Hilaire marche très très bien avec Zug en ce moment. Absolument, absolument. Mais ouais, bah voilà, au moment où on enregistre, on n'a encore pas le nom du remplaçant. En même temps, l'équipe est sur le point de partir au moment où on enregistre. Donc le nom sera peut-être probablement annoncé. Hein. Il est peut-être au moment où vous écoutez cet épisode. Si c'est pas Lucas Frick, bah tant pis, je reçois un mail à l'instant. C'est pas ça, mais on sera au taquet si jamais. Ce qui est sûr, c'est que en fait, je pense qu'on peut éliminer vraisemblablement. Enfin, on est sûr de rien, mais les défenseurs droitiers, étant donné qu'il avait fait 5-3 Fischer pour cette sélection, 5 droitiers, 3 gauchers. Marty étant gaucher, 6-2, ça fait quand même un tout petit peu beaucoup. On va dire simplement pour l'aspect simplicité des joueurs, ils préfèrent jouer d'un certain côté, donc ce qui est mieux en partant du principe qu'on va tourner à 6, sans doute plutôt 7 défenseurs, et puis un qui reste comme ça, oui, ça tournera peut-être, mais ils vont pas aligner 8 défenseurs sur la glace, petite patinoire et tout. On disait qu'on va tourner 6, c'est très NHL. 7, c'est très européen, c'est un peu le truc. Ce qui ne veut pas dire que Fischer va peut-être pas tourner à 6. Hein, non, absolument. Mais d'un point plus large, Marty, c'est aussi l'exemple du fait qu'on est encore en plein dans cette crise du coronavirus. Au moment où on enregistre cet épisode, on vient d'apprendre que 6 joueurs danois que l'équipe de Suisse doit rencontrer durant la phase qualificative ont été testés positifs, dont Michael Böttger, le joueur de Lugano. De ce que j'ai entendu, je ne sais même pas si c'est sorti, mais peu importe, il y a la Suède qui est touchée par le coronavirus. Il y a Emile Jouzet, le défenseur de Rapperswil, qui est rentré à la maison alors qu'il était sélectionné. On m'a dit qu'ils étaient peut-être en quarantaine ou qu'ils étaient... Il y a un problème de coronavirus dans l'équipe de Suède. Tout le monde doit arriver avec un test négatif en Chine. D'ailleurs, 2, 3, je sais plus. Ouais, une pelle. Et puis si tu es positif en arrivant en Chine, on a mis sur Blick l'histoire de Nicolas Aubert, le snowboarder, qui nous raconte sa péripétie à l'hôpital où il se demandait ce qu'il foutait là. Ouais, surtout, c'est en ambulance. Le type, il va bien, il a rien, aucun symptôme. C'est toute sirène hurlante. T'as l'impression que c'est Walking Dead, quoi. Ouais, et puis il y a une petite mésentente avec une infirmière sur le mot coughing, tousser, le café. Et puis ça a fait paniquer tout l'hôpital parce qu'il toussait, mais il voulait juste du café. Bref, drôle d'histoire, mais aux confrères qui seront présents en Chine, j'espère vraiment sincèrement que votre test négatif avant le vol sera également négatif en arrivant en Chine, parce que ça n'a pas l'air très rigolo ce qui va se passer, ce qui va attendre les gens là-bas. Mais une fois que la bulle sera créée, normalement on devrait quand même aller vers un tournoi à peu près normal. À peu près. En parlant de journalistes, dans le Facebook Live des Pécalistes demain jeudi, c'est Pierre Chouvet, je crois, qui est... en live depuis Pékin. On verra si les VPN ou les trucs... Visiblement, de ce que j'ai reçu comme information de la part du truc olympique, c'est que dans tes chambres, là, il faut avoir un VPN. Sinon, tu dois aller dans le lobby ou dans les salles de presse, où là, c'est le Wi-Fi où tu peux utiliser WhatsApp, Facebook, Twitter, comme tu veux. Et donc, il n'y aura pas de problème. Par contre, dès que tu es dans un truc qui n'est pas officiel avec le Wi-Fi Beijing 2022, là, tu l'as dans l'os. Tu es sous protectorat chinois, on va dire. Donc, avec 7 heures de décalage horaire, le live des Pécalistes étant à 17h, heure suisse, ça fait du minuit, heure chinoise, enfin heure de Pékin, parce que la Chine, c'est quand même un poil vaste, heure de Pékin. Bonne soirée à Pierre Chouvet. Et puis, je pense pas qu'il sera encore en salle de presse à minuit et a fortiori à minuit 45 au moment de la fin du live des Pécalistes. Toujours est-il que l'équipe de Suisse jouera son premier match mercredi prochain. République tchèque. Le deuxième match vendredi et le troisième samedi prochain. C'est Russie et Danemark. Hein. Pour autant que tout le monde soit libéré des différentes quarantaines, vu que les Danois en ont 6 actuellement et que tout le monde n'est pas encore arrivé en Chine. Et la Suisse voulait faire un match amical de préparation juste avant de s'envoler pour... ils partent d'ailleurs aujourd'hui. Je crois que le vol doit être à 18h, donc quand vous écouterez cet épisode, vous pourrez compter un petit moment de plus, puis ils s'envoleront pour la Chine. Il devait y avoir un match mardi à 18h. À cause du cas de Covid, ça, c'est pas fait. Ça va être un sacré défi logistique d'une part, et puis en plus, il y a tout
il faudra jouer ensemble. C'est pas aussi simple que ça sans savoir, même s'ils se connaissent bien. Faudra voir comment sur place tu t'entraînes, tu apprends. Normalement, je crois qu'il y avait 1 ou 2 matchs qui étaient agendés. En tout cas, est-ce qu'ils vont peut-être essayer d'en caser un autre, mais ça me semble difficile. Et comme tu le dis très justement, si en plus il y a certains pays où c'est compliqué, ça va être difficile. On va au-devant d'un tournoi olympique rigolo, je peux te garantir. On commence par l'ordre alphabétique ou alors on commence par l'ordre inverse du classement, je sais pas. Bref, on commence avec Ajoie qui a, sur ses 2 derniers matchs, perdu 4-1 contre Fribourg et 11-0 contre Zug. La série record de défaites consécutives continue. Elle est à 18, c'est juste maintenant. J'avais 17 en tête. Oui, 18, t'as raison. Le record, c'était après, à Rapperswil, après il y a eu Fribourg. Enfin, oui, Ouais. on est bien. Ça ne va pas super. Alors, par contre, il y a un tout petit peu, on reviendra sur ces matchs-là et ces péripéties, 2 transferts. C'est drôle parce qu'on nous a un petit peu... on nous a hâtés sur Twitter pour nous dire le lobbying intense des 2 Bobets a fini par payer parce que... Si seulement on pouvait avoir une telle influence, si seulement. C'est juste que pour une fois, on n'a pas dit, on a dit un truc qui s'est réalisé. Donc Thomas Thierry et Gillian Colère. Alors c'est surtout pour Gillian Colère parce que ça nous semblait être un profil qui pouvait être intéressant compte tenu de son temps de jeu, de la façon, du profil du joueur, de fait qu'il pourrait être mieux utilisé et avoir évidemment plus de temps de glace. Il avait déjà fait quelques matchs quand c'était en Swiss League. Il avait d'ailleurs été assez bon quand il était arrivé en Ajoie en marquant pas mal de buts dès le départ en assez peu de matchs. Donc on se réjouit de voir ce que ça va donner de manière un peu plus régulière en National League. Et 3 prolongations de contrat aussi, qui sont finalement assez importantes. Alors Steven Maka, sans lui faire injure, c'est bien, mais c'est pas là que les supporters à Joulot peuvent pousser un ouf de soulagement, je pense. Par contre, Tim Wolf, qui fait un bon boulot, et Thibaut Frossard aussi, surtout, qui s'est vraiment révélé cette année en National League. Ça, pour le coup, c'est aussi une façon de dire, on peut conserver nos bons éléments, pas que Tim Wolf, un autre club de National League, se dise, tiens, nous, comme 2e gardien, Tim Wolf, il aura une défense un petit peu plus solide avec nous, il fera très très bien l'affaire. Et puis Thibaut Frossard, tiens, comme centre de 3e ou 4e ligne, finalement, il a assez d'offensive, ça pourrait être intéressant. On rappelle aussi que Thibaut Frossard, il a un magasin de sport au Jura. De nouveau, a une proposition de contrat relativement intéressante. Je pense qu'il accepte plus facilement de mettre de l'argent, de laisser de l'argent sur la table, si tant est qu'un autre club était venu, pour privilégier le fait de rester dans la région. Ça, je peux tout à fait comprendre que... Oui, puis sans vouloir remettre en question le travail qui a été fait auparavant, moi, je me mets à la place d'un joueur, je me dis, bon, là, on se prend quand même un peu tôle sur tôle depuis un moment, mais il arrive un directeur sportif, c'est pas un magicien. Je veux dire, Julien Vauclair, on va lui distribuer les mêmes cartes que celles qui étaient distribuées à Vincent Leschène. La différence, c'est qu'il aura tout le temps pour jouer avec ces cartes-là. Il y aura plus de budget la saison prochaine, donc est-ce qu'ils ont quand même revalorisé Thibaut Frossard ? Probablement. Mais il va pas pouvoir nous inventer des transferts incroyables et puis tout à coup signer Gregory Hoffman pendant 2 ans. Je veux dire, ça restera la réalité d'Ajoie, mais en tant que joueur, tu dis, bon, là, il y a une direction. Sûrement que Julien Vauclair a réussi à le convaincre en lui disant, à moins que ce soit fait avant, mais je pense pas, en lui disant, voilà où on veut aller, voilà ma vision sur X années. Est-ce qu'il y a une clause en cas de relégation la saison prochaine ? Probablement. Ou une option pour s'en aller, c'est possible. Et du coup, il se dit, le risque, je le prends sur une année, et puis si vraiment ça se passe pas bien, puis que j'ai montré que j'étais un vrai joueur de National League, je vais trouver un autre club en cas de relégation, aussi pour soulager la masse salariale d'Ajoie qui retomberait en Swiss League. Bref, à la place de Thibaut Frossard qui a fait toute sa carrière là, moi je pense que ça fait clairement du sens de se dire, il y a un projet qui se met en place, on a un petit peu plus d'argent, on veut essayer de s'établir, ça se fera avec moi. Et Thibaut Frossard, s'il part d'Ajoie actuellement,
il va pas trouver un rôle de centre 1 ou 2 quelque part. Je veux dire, en National League, non. Avec 6 étrangers la saison prochaine, à mon avis, il peut oublier. Au moins, là, il sait ce qu'il a, il sait ce qu'on peut lui proposer. Il a prouvé que à Ajoa, ça peut fonctionner avec un étranger quand il est avec. Bref, à mon avis, il a un rôle dans le projet que Julien Vauclair a envie de mettre en place du côté d'Ajoa. J'applaudis le fait que Thibaut Frossard ait autant de points cette saison et franchement, il nous a surpris. On ne pensait pas que ce serait aussi fort. Je me dis aussi en mettant dans la peau d'un directeur sportif de National League, il y a ces 17 points, je crois, ou 15 points, il les avait fait quand Ajoa en avait mis 18 de points. Vu qu'ils sont toujours à 18, c'était beaucoup en début de saison quand Ajoa avait un peu surpris, ou en tout cas surfait sur une vague un tout petit peu plus positive. Et ça, c'était plus compliqué par la suite. Donc, peut-être qu'aussi, nous, on juge, on dit « Ah, mais il est extraordinaire !» Puis les directeurs sportifs se disent « Attention, il y a l'euphorie, il y a le petit truc. » Regardons au mois de novembre, décembre et tout, quand la saison commence à être vraiment lancée. On pense aussi à, éventuellement, est-ce que c'est un joueur en play-off qui peut sortir et tout. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Et peut-être que les directeurs sportifs ne se sont pas non plus arrachés forcément en se disant attention, l'échantillon qu'on a, c'est sur 2-3 mois pour l'instant. Et je peux tout à fait comprendre ça aussi. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Et finalement, à mon avis, c'est pour son développement, même si ce n'est pas un joueur de 22 ans, Thibaut Frossard, mais pour son développement, je pense que c'est assez sensé de continuer à s'établir une deuxième saison en National League. Moi, je me réjouis de voir quand même ce que Julien Vauclair peut nous sortir, en sachant que, comme tu as dit, les moyens sont limités, c'est pas un magicien, mais peut-être que à Bienne, typiquement, quand on a vu, il y a Noah Delémont, on parle de Luca Christen et tout, est-ce qu'à un moment, il n'y a que 6-7 places en défense, donc oui, il y a des blessés et tout, est-ce qu'à un moment, il n'y a peut-être pas moyen d'en avoir un en prêt pendant un moment, ou je sais pas, et d'avoir ici ou là 2-3 joueurs comme ça, de pouvoir, peut-être pas maintenant, d'être sûr qu'ils sont là, mais qu'au mois d'août, quand il y a les camps de préparation, au mois de septembre, peut-être qu'on arrive à mettre 1 ou 2 joueurs en plus dans le contingent. Surtout qu'il y a un tout petit peu plus d'argent. Tu vois, typiquement, l'été passé, il y a Robin Grossman qui s'est retrouvé sur le marché. En cours d'été. Alors je dis pas qu'ils auraient pu engager Robin Grossman et je dis pas que Robin Grossman aurait eu envie d'aller à Ajoa, c'est juste pour donner des exemples. Chaque été tu as 1 ou 2 joueurs qui deviennent surnuméraires ou les clubs vont se dire on commence à 4 étrangers, vous verrez, puis finalement tout à coup il y a une offre, enfin il y a un bon joueur sur le marché fin août, finalement on prend un 5e ou finalement on prend un 6e, puis du coup tu as des joueurs qu'il faut dégraisser. Là aussi je dis pas un exemple tout bête, mais un Yannick Eren. Là aussi, je ne dis pas qu'Eren va finir à Ajoa, mais c'est un joueur qui est clairement dans la bordure à Fribourg. Si tu as un petit peu plus d'argent, puis tu cherches un gars qui est capable de te mettre 15 buts, il ne court pas les rues en Suisse. Est-ce que c'est Yannick Eren ? Peut-être, peut-être pas. Il y a plusieurs directeurs sportifs qui se sont cassés les dents là-dessus maintenant. Mais d'ailleurs, on ne sait toujours pas s'il est revenu de vacances. Depuis. Non, il s'était cassé le poignet ou oui. un os du poignet. En décembre, ça a mis du temps à se remettre. Mais là, j'imagine qu'après les JO, il va revenir. Il aura 7-8 matchs. Là aussi, pour montrer ce qu'il est capable de faire et se mettre en lumière, ça aurait dû être 3 mois. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a à un moment dans l'été des fenêtres qui vont s'ouvrir et là, Julien Vauclair aura un peu plus de chance aussi, c'est de ne pas arriver sur le marché en dernier. Il peut déjà essayer d'être sur le marché actuellement. Rappelons qu'Ajoa est arrivé très 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 tard en National League, donc tous les contingents étaient faits et c'était vraiment dur de bricoler derrière. Là, il a un peu de temps, mais il ne faudra pas se mentir sur les étrangers et c'est vraiment là où il sera attendu, même si toutes les places sont pas disponibles parce qu'il y a des contrats longue durée qui ont été créés, qui ont été signés avec De Vos, avec Hazen, avec Le Duc, avec Asselin, et il reste 2 places. Puis bon, on n'a pas le droit de passer à côté du débat de la semaine. Culture du hockey. Non, c'est vrai qu'il y a eu un débat, à part ça, j'ironise, mais il y a eu
il y a quand même eu un débat qui a été en partie lancé par Stéphane Rochette sur le plateau Mais qui est intéressant, par ça. De MySports sur la fin du match Ajoa Zug et le fait que Zug a mis 6 buts à Ajoa dans le dernier tiers, a fortiori plein en fin de match avec le powerplay, etc. Et effectivement, il y a un débat parce que des gens ne sont pas d'accord. Visiblement, ça prouve qu'il n'y a pas une vérité absolue, je pense. Mais j'entends les arguments parce qu'en gros, ce qui est dit, c'est que Zug n'a pas été très correct avec Ajoa. En plantant 11, ils avaient le droit de s'arrêter à 7. D'ailleurs, on peut prendre l'exemple de la veille de ce match-là. C'est Fribourg-Ajoa, il y a 4-1 après 2 tiers. Il y a 4-1 à la fin du match. Il y a 35 tirs ou 37 tirs, ou 35 je crois pour Fribourg après 2 tiers et 43 dans le troisième tiers, après 3 tiers. Donc il y a 7 ou 8 shoots. Ils ont un peu levé la pédale Fribourg dans le dernier tiers et je pense que c'est ça que Stéphane Rochette veut mettre en avant. J'entends clairement cet argument. Ouais, moi il me semble plutôt qu'il ne disait pas qu'il y avait... il faut pas qu'il y ait 11-0. C'est plutôt que s'il y a 8-0, puis que derrière, c'est la 4e ligne qui marque le 9, la 3e ligne qui marque le 10, et puis peut-être la première ligne qui marque le 11e, ça pose pas de problème. C'était plutôt le fait d'arriver avec la Mannschaft. Et ça, c'est un truc où les deux cultures s'affrontent sans doute, parce que moi, pour avoir joué bêtement au foot, comme à peu près tous les gamins de Suisse, je pense à un moment de sa jeunesse, jamais on nous a dit il faut lever le pied. Alors, il n'y a pas les changements de ligne en foot, forcément. Mais des tôles, on en a ramassé. Des tôles, on en a donné. Puis que jamais on a vu un truc. Donc, je pense que la plupart des gens qui lisent ça sur les réseaux sociaux et qui écoutent ça à MySports disent, puis qui se rapportent juste à leur propre expérience, ils disent c'est un petit peu bizarre. Mais effectivement, Zug, en tout cas, Tangnes, il est droit dans ses bottes dans la mesure où il a fait ça contre Langnau lors d'un 8-2, qu'est-ce qu'on va dire, 4-5 jours avant. Il a fait ça contre Ajoa, puis il avait fait ça aussi en Coupe de Suisse contre Rarogne. 25-1. Honnêtement, quand tu vois 25-1, après, c'est l'aberration de la Coupe de Suisse qui voulait de faire comme le foot, puis qu'effectivement, au foot, des fois, tu te dis, honnêtement, Bâle contre un club de division, je sais pas combien, il peut y avoir 25-0 de la même manière qu'en hockey. Simplement parce qu'ils appuient et qu'ils s'arrêtent en général. Même un 10-0, c'est déjà assez rare, quoi. Donc, après, il y a 10-0 après 48 minutes. Hein. C'est malheureux, oui. Mais c'est pas comme si Zug avait mis le 7, 8, 9, 10 et 11-0 entre la 57e et la 60e. Il y a 10-0 à 48e minute. Et le dernier but tombe en powerplay à la 59e, effectivement. Mais parce qu'Ajoa aussi, je trouve, a complètement baissé pavillon. Mais en fait, c'est ça. Ils ont dit fuck it, et puis tant pis. Et ce qui fait qu'il faut aussi voir le déroulé du match. On ne peut pas dire juste que c'était une humiliation ou pas une humiliation. C'est juste qu'à un moment, Ajoa, d'une certaine manière, je crois qu'il y a des gens qui ont écrit ça. L'humiliation, c'est un peu Ajoa qui nous fait cette caque-là. Est-ce que Ajoa a respecté le jeu, le hockey, en se présentant de la sorte là-bas? En jouant pas physique, en se faisant bouffer, en acceptant de se faire bouffer, en n'ayant aucune réaction. D'anciens joueurs de National League nous ont dit, mais nous, si ça se passait comme ça, au bout d'un moment, tu laisses pas. Enfin, ça peut mal se finir dans le sens où il peut y avoir peut-être une faute, et c'est évidemment ce qu'on cautionne absolument pas. Mais alors là, pour le coup, que les sensibilités et que le côté à fleur de peau de certains ressortent en disant, toi, tu veux continuer à nous pourrir, à nous foutre des goals, ouais. On va faire quelque chose. Grégory Hoffman, t'es sur la glace à la 60e, t'iras en Chine avec 2 dents en moins, quoi. Désolé, mais fois, tu mangeras ton riz en purée les premiers jours, parce que voilà, ça j'entends, hein. Mais moi, j'aime pas cette truc-là. Mais non, mais je sais que ça fait partie du truc. Ça fait partie d'une certaine culture du hockey, mais est-ce que cette culture du hockey, elle est pas aussi en train d'évoluer? Je dis par là, pas forcément ces histoires de je te fais manger ma canne si je suis pas content avec ton comportement, mais c'est aussi tous les joueurs qui ont osé parler de problèmes psychologiques. Est-ce qu'il y a 10 ans, on aurait osé ça? Non, je pense pas. C'est tous les joueurs qui osent parler contre les comportements de certains coachs. Est-ce qu'il y a 10 ans, ça se serait fait? Je pense pas non plus. Donc, il y a une culture qui est en train d'évoluer dans le hockey global. Et nous, on parle du hockey suisse parce que c'est celui qu'on côtoie et qu'on connaît le mieux. Et je suis absolument pas bien placé pour parler de l'évolution de la culture du hockey en Amérique du Nord parce que je n'ai aucune
fenêtre là-bas. On voit juste ce qui se passe, comme tu dis. On voit que certains analystes sont mis de côté pour certains propos. On voit qu'il y a des choses qui sortent. Il y a l'histoire des Black Hawks. Exactement. Ça, on le voit, évidemment. Mais cet aspect culturel de quels comportements sont tolérés sur la glace et ne sont pas tolérés, moi, je ne sais pas. Par Pareil. contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression qu'en Suisse, c'est pas quelque chose qui est ancré à ce point-là de ne pas le faire. Je te donne un autre exemple. En basket, il y a aussi toujours la dernière possession où quand tu mènes 135 à 98, tu vas pas planter un dernier dunk sur la dernière possession, puis tu gèles le ballon en disant voilà, on y va, quoi. Alors, puis si un joueur a le malheur de faire ça, ça peut vraiment brasser. Donc j'entends cet aspect culturel mais en Suisse, il y aura pas ça. Ça va aussi, hein, la dernière possession, elle va aussi être gelée, etc. J'étais au final de la Coupe de la Ligue dimanche à Clarens. Et dans les deux matchs, le match féminin, la finale féminine et la finale masculine, forcément qu'à la fin, la dernière possession, ça dribble comme ça. Et puis, on attend, personne bouge. Mais c'est un panier, hein, c'est pas pareil. C'est à la fin du match. Mais si quelqu'un va au panier, ça se passe pas bien. Moi, j'ai joué à un très faible niveau, mais là aussi, quand on gagnait des fois ou quand on perdait souvent, nous, on gagnait rarement beaucoup. Mais quand on gagnait, on n'allait pas jouer la dernière possession, on n'allait pas au panier. C'est comme ça. Et je l'entends du coup. Hein, j'entends complètement cet aspect-là. Par contre, l'aspect, il y a des répercussions, je le vois un petit peu moins, je dois avouer. Et là, Dan Tangnes, c'est un entraîneur européen qui a peut-être pas justement cette culture ancrée, comme peut l'avoir, moi j'en sais rien, hein, Yann Cadieux, un Christian Dubé, voire un Richard Grunborg, qui, on rappelle, a été formé, certes, en Suède, mais qui est américano-suédois, qui a été entraîneur là-bas également. Peut-être qu'il a ça un peu en lui. Il n'est pas le badminton hockey, Richard Grunborg surtout. Bref, on n'a pas fait avancer le débat parce qu'effectivement, je pense que le débat, il est intéressant. Ah, mais il n'y a pas forcément une réponse, c'est ça. C'est plutôt de le poser sur la table. Exactement. Mais toujours est-il que... Ouais, moi ce qui m'a choqué ce soir-là, c'est qu'il y a 10-0 à la 48e minute. Et ça s'est arrêté là quand même, mine de rien. Alors oui, il y a ce 11-0 en powerplay, mais à part ça s'est un petit peu stoppé là. Hoffman, il joue 18 minutes. Effectivement, il peut jouer 16-30 au lieu de 18. Mais en même temps, c'est le dernier match avant la pause olympique. T'as tes fans qui sont là, ils sont contents, tu mets les buts, ils célèbrent. Puis, un argument que Jason O'Leary a mis sur Twitter, qui n'est pas inintéressant, je crois que c'est lui, ça fait erreur. Est-ce qu'il ne veut pas aussi se dire, faut qu'on s'entraîne quand on a Hoffman qui vient d'arriver. Alors certes, il y a 3 semaines de pause après, mais justement, de se dire, on essaie de créer des automatismes, on crée un power play, en même temps que Kovar n'était pas là. Donc c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a pas tout blanc, pas tout noir. Puis c'est intéressant d'avoir justement ces deux visions qui s'affrontent. Exactement. Puis Reto Souris en 4e ligne à Zug. Des fois, on se rend pas compte, mais Reto Souris en 4e ligne. Cette équipe est quand même belle. Et au bout d'un moment, il y a des soirs où tout rentre. Puis s'ils ont 20% de réussite au shoot, mais quand on a près de 50, au bout d'un moment, t'en mets une dizaine, quoi. C'est assez logique. On va remonter le classement, on va parler de Lausanne qui a un match seulement entre les deux Colfax. C'était cette défaite contre Zurich au Hallenstadion, 5-1. Il y avait 5-0, ils ont marqué le dernier but, le but de l'honneur pour le coup, en toute fin de match. C'était compliqué, on avait vanté ces catchs, on avait vanté la première ligne, c'était à peu près... Faut reconnaître, on avait salué Stéphane, donc Tobias, ça allait pas trop mal, même si on se souvient quand même que 5-4 contre Ajoie, il était un peu... C'était presque une faute professionnelle. Donc, on n'est pas passé loin, ouais. Donc, Ria commençait à bien jouer et tout. Bref. Et là, la réalité est revenue de plein fouet. C'était un peu la question, mais j'ai l'impression que c'est... On peut prendre les Colfax puis le début de saison à peu près, puis on a toujours... est-ce que Lausanne va enfin pouvoir nous montrer qu'ils sont présents? Et on a l'impression qu'il y a eu des victoires, mais ce n'était pas forcément les victoires. On n'enlève rien, ils ont fait leurs points, mais qu'à un moment, il a manqué l'assertion que oui, on est bien là. Et contre un véritable adversaire qui est vraiment en train de montrer les muscles en ce moment, comme l'est Zurich.
et avec leur nouveau gardien Kovar et tout, je trouve que depuis qu'on se demandait si Grunborg allait rester, ça a bien C'est changé. une sacrée Mannschaft en ce moment. Zurich jouait, Genève jouait super, mais Zurich a ce côté rouleau compresseur que Genève n'a pas parce que le contingent n'est pas tout à fait le même. Tandis que là, tu sais que si Malgin et Andrighetto sont dans un bon jour, puis qu'ils ont décidé que ça allait bien, que Baltisberger et compagnie, on disait justement, j'ai fait une analyse avant ce match-là dans ma newsletter la semaine passée sur... J'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière. D'ailleurs, on en parlait dans l'épisode de la semaine dernière sur le fait que Lausanne était peut-être un peu moins bon dans le jeu, dans le volume de shoot, dans le nombre d'occasions de but net, mais commençait à gagner ses matchs. Et finalement, est-ce qu'ils n'étaient pas un peu plus beaux que ce que vraiment ils valaient ces derniers temps? On pense notamment à cette victoire contre Ambry un petit peu à l'arrache. Contre Berne, c'était pas flamboyant. À Davos, on les avait pas trouvés très bons, mais ils ont trouvé un moyen de gagner. Donc, faut non plus pas partir dans l'autre extrême en se disant mais de toute façon ils auraient jamais dû le gagner, donc minimiser les victoires. Non, ils avaient trouvé un moyen. Ce qu'on dit des fois de Fribourg, où complètement. Certains soirs c'est pas la meilleure équipe, mais hop, il y a ce truc qui fait où tu dis ouais mais quand même ils trouvent toujours un moyen. Là on commençait à se dire ok, là ils sont moins bons, mais find a way tout le temps. Comment ils ont fait à Davos, on sait pas trop parce qu'ils avaient pas été terribles. Là, Zurich, ils se sont pris un mur. 17e, il y a 3-0 pour Zurich. Alors oui, après aux interviews en fin de match, John Foust, Genadzi, nous disait mais on était très bon une bonne partie du match, 5-0, 5-1, c'est un peu sévère, etc. Moi j'entends, et c'est pas tout à fait faux. Mais quand t'es mené 3-0 après 20 minutes, derrière Zurich qui jouait le lendemain à Genève, Lausanne ne jouait pas le lendemain, donc c'est encore différent dans l'état d'esprit. Zurich, ils se disent on a fait le job, on mène 3-0, on va surtout pas donner un centimètre carré derrière à Lausanne, donc on va pas trop se projeter, on va essayer de les contenir à la bleue, et puis on va finir notre match comme ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Le 4-0 qui tombe sur un contre après une sortie de powerplay de Phil Baltisberger. À un moment, on s'est dit que c'était un attaquant, tellement il a été beau, ce but. Oui, Lausanne n'a pas été mauvais sur toute la fin de match, effectivement, mais face à quelle équipe? Face à une équipe de Zurich qui gérait un score. Et c'est toujours un petit peu la même chose. C'est là où des fois les statistiques elles sont intéressantes quand tu les ajustes en fonction du score. Et dès qu'il y a plus de 3 buts d'écart, forcément l'équipe qui est menée va être un tout petit peu meilleure. Ouais, moi j'avoue que les préceptes de jeu, l'idée, la tactique, j'ai de la peine à la voir. J'aimerais bien pouvoir dire Lausanne ils jouent comme ça, c'est ça leur ambition. Ils veulent entrer comme ça dans la zone, ils veulent créer comme ça. J'arrive pas à avoir un chablon. J'ai l'impression que c'est un peu ça va dépendre de comment ils sont lunés, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut dire qu'ils s'adaptent à l'adversaire en fonction. Contrairement à ce que tu disais à l'époque quand Mark French était là, où c'était un peu très, très stéréotypé. Il voulait toujours que le puck sorte de la même manière et tout. Puis qu'au bout d'un moment, les coachs s'adaptaient et voyaient bien comment ça sortait, quoi. Je me rappelle de la fin de l'ère Jalonen à Berne. Il parlait, sauf erreur, de Schablonen hockey. Okay. Et là, pour le coup, le hockey du Chablon est assez... c'est une image qui est assez bien et qui marche tant visiblement. Kari Schablonen, c'était ça. Non, les blagues pourries, c'est moi. Chacun son truc. Donc oui, effectivement, là, on peine peut-être un petit peu à le voir. En même temps, ça reste, on l'a dit en début de saison, ça reste une équipe qui a eu pas mal de changements durant l'été et qui doit trouver son identité. Ça prend du temps. Identité, d'ailleurs, c'est Julien Sponger qui en a beaucoup parlé après le match contre Bienne. Mm-hmm. C'est vraiment un terme, pour avoir entendu les interviews qu'il a données, chaque fois, il est revenu sur ce terme-là et on a l'impression qu'à Fribourg, effectivement, on a une identité. Et que... Est-ce que ça se trouve comme ça, finalement ? J'ai l'impression que non. C'est le contingent aussi, l'osmose, l'ambiance. Ça prend du temps, mais après, ils se sont pris une grosse défaite à Zurich cette semaine. C'est le seul match de Lausanne. Je veux dire, Zurich, en ce moment, c'est une machine, comme tu disais avant. Et puis, Andrighetto, Malgin, ça tourne. T'as le droit d'aller perdre là-bas. T'as le droit d'aller te prendre 3-0 le premier tiers. Ma foi, sur les 5, 7, 8 premières minutes, Lausanne est presque meilleur que Zurich. Ouais.
Il y a le 1-0 qui tombe, puis derrière, c'était un petit peu... Il y a eu la rafale zurichoise, derrière, c'est fini. Bon, bah voilà. Lausanne a fait de nouveau, du coup, un petit pas de retrait par rapport à la 6e place. Davos a fait quand même un petit peu des points. Et il y a de nouveau un gros écart. Hein. Il y a 12 points entre Lausanne et Davos. On ne parle pas des points par match parce que ça ne veut rien dire. On ne se rend pas compte de l'écart. Ouais. Il y a 12 points entre Davos et Lausanne. 3 matchs de moins. Ça veut dire que virtuellement, si Lausanne gagne tous ces matchs, il y a quand même encore du retard. Donc il faut gagner tous ces matchs. Et malgré tout, il y a quand même encore un écart. Ça va être compliqué de le remonter. Bon, Lausanne, s'il faut jouer le pré-playoff, j'aimerais pas être l'équipe en face, honnêtement. Et du coup, comme j'adore faire des débats avec moi-même, bah dans la foulée, si tu regardes le calendrier de Lausanne, c'est un back-to-back, pas tout à fait passé pas en 2 jours, mais une double confrontation contre Ambry. Dans la foulée, c'est accueil de Rapperswil, accueil de Langnau, accueil de Lugano. Donc c'est 2 matchs contre Ambry, 3 matchs à la maison. Il me semble que j'ai l'impression que quand il y a une équipe qui doit qui a un peu de retard, chaque fois on dit c'est un peu le dernier moment. Puis on avait dit ça pour janvier. Ouais. C'est un peu le mois charnière, le mois janvier. Puis en fait, tu te retrouves à la fin janvier, puis tu es au même point en disant c'est toujours pas très loin, mais quand même, là tu dis les 5 prochains matchs, c'est charnière alors. Pour le coup, en ayant dit les adversaires, le fait que Ambry, c'est un concurrent direct. Je sais pas, mais Ambry doit essayer de gagner la 10e place, en gros. Mais surtout les matchs à domicile, qui sont, alors là, pour le coup... 3 sur 4 à la maison pour commencer, mine de rien, c'est intéressant. Hein. Langnau, normalement, tu t'attends quand même à ce que ce soit une victoire. Lugano, c'est pas simple. Rapperswil, c'est pas simple, mais t'es à la maison. T'as quand même 2-3 avantages. Ouais, je trouve qu'il faudra voir comment les Olympiens rentrent. Si tout peut se dérouler normalement et tout, il y a Frolic, il y a Gernat, il y a Berchi, il y en a quand même 2-3 comme ça. Il y aura peut-être Frick, justement, on ne sait pas. Il y a Kenins, bref, il y en a quand même. Puis un petit truc encore supplémentaire. Premier match de la reprise, c'est Davos-Genève. Donc en fait, tes 2 adversaires directs s'affrontent. Donc déjà là, il y en a un qui va perdre des plumes. Je ne parle pas forcément de Genève du coup. Les Aigles, enfin bref. Si Genève peut donner un coup de main, mais c'est déjà se donner un coup de main à soi-même, hein, mais en battant Davos dès la reprise. Mais Sébastien Tellet disait très justement, non mais on en parle après. Je ne vais pas parler de Genève maintenant. Je crois que sur la lutte à 3, parce que ça risque d'être ça, même s'il faut pas, comme tu disais avant, Lugano, il ne faut pas les oublier, parce qu'ils sont à 1,5 points par match tout juste. Donc là aussi, s'ils font 2-3 victoires de rang, mais nous, la lutte... Lémanique nous intéressera beaucoup plus. D'ailleurs, ça risque d'être une très belle transition. Transition, donc. Lémanique, Genève, défaite 3 à Berne, et puis victoire 3-0 contre Zurich. Quand tu vois le nombre de shoots qu'il y a contre Berne, à un moment, il y en a certains qui... On a reçu des messages pour dire que c'était la Casa des Papel, avec ils braquaient la banque à tel point. C'est toujours s'il n'y avait pas des masques de Dali pour du côté bernois, parce que c'était assez violent de voir à quel point Genève tirait, et en fait c'est Berne qui marquait. C'est un peu ça, ouais. Genève a autant de tirs dans le premier tiers que Berne dans tout le match. 17. Sans Temernes. Sans Temernes. Mais là, franchement, Cadieux devait appeler les flics ce soir-là. Ouais. C'est 49 shoots à 17, c'est n'importe quoi. 49 en 60 minutes. Puis tu prends on prend les tirs cadrés. Hein, donc, Et tu prends le premier en box-play, évidemment. Ouais. Sinon, c'est pas drôle. Oui, c'est le puck qui saute, puis Carrère n'arrive pas à bloquer. Exactement, et Thierry Belair part tout seul. Mais voilà, Genève s'est rattrapé le lendemain en gagnant de fort belle manière contre Zurich, justement, on en parlait à l'instant. Mais ça, on revient à un autre point et demi par match. Hein. Ça ne suffit pas de faire 1,5 point par match si tu dois remonter sur Davos. Je disais avant, Sébastien Tellet disait un truc très juste la semaine passée lors du live des Pécalistes. C'est qu'il ne faut pas espérer une finale Finlande-Suède aux Jeux Olympiques qui aura lieu 2 ou 3 jours avant la reprise du championnat. Parce que tu te retrouves avec Filppula, Vatanen et Temernes qui sont dans l'avion en train de rentrer de Pékin avec une médaille autour du cou. Quelques-uns qui tirent la gueule, d'autres qui ont le sourire. Disons, je parierais pas sur leur présence
lors du match de reprise contre Davos, qui est là aussi, comme je disais avant, un match qui est plutôt intéressant, le match du mardi 22, donc la finale a lieu le dimanche, hein. Ouais. 2 jours après. Ils seront pas là. Si. Et si c'est pas la finale, ben c'est la finale pour la 3e Ouais, puis place. ça, c'est le même merdier, parce que c'est exactement comme au championnat du monde. Elle est juste avant dans la journée, alors que tu dois rester... Le vol, il est à peu près le même. Exactement. Donc, ça, c'est quand même un petit coup sur la tronche si ça se passe comme ça. Après, peut-être que les deux équipes se font... Ou l'une des deux se fait éliminer en quart, et puis tu as déjà ton Vatanen ou Phil Poula, Vatanen et Phil Poula d'un côté ou Tom Ernest de l'autre. Ça change quand même déjà un tout petit peu la donne. Mais oui, il va falloir regarder de près les championnats du monde, les Jeux Olympiques pour cette raison. Et Genève pourrait être un tout petit peu handicapé. D'ailleurs, tu parles de Vatanen. Il y avait eu un match contre Lausanne où il n'était pas bon. Il y a eu quelques matchs où il n'a pas été bon. Ouais, c'est-à-dire que le joueur de Hockey Manager est hyper content parce qu'il n'en a rien à faire de savoir qu'il a perdu le puck puis que ça a causé un goal. Tant que derrière, il vient faire un assist en powerplay ou qu'il vient marquer le goal en prolongation, comme contre Bienne, tu vois. Mais alors après, nous, si on fait abstraction de ce genre de trucs, on voit que Vatanen, il devient plus complet. Alors après, tu dois comparer par rapport à Tom Ernest. Malheureusement, on va dire, s'il n'y avait pas Tom Ernest dans cette équipe, et le Tom Ernest de cette saison qui est si dominant, on aurait un comparatif peut-être un peu différent, mais là, effectivement, tu dois comparer par rapport aux meilleurs joueurs du championnat, en gros. Donc, chaque fois, tu te dis, ouais, il est bon, hein. Mais bon, c'est pas Tom Ernest défensivement. Ouais, d'accord, ok. Mais pour l'instant, ce qu'il est en train de réaliser, il est au niveau de ce qu'on attendait de lui. Quand il est arrivé avec son pédigré de NHL, on se disait, il pourrait quand même marquer un certain nombre de points. De ce point de vue-là, il est dans les clous. Hein. Ouais, il a 15 points sur les 10 derniers matchs, Sami Vatanen. C'est un attaquant, ça. Ouais, non, c'est assez impressionnant quand même, ce qu'il a... Quand même, dans le sens, je suis pas en train de minimiser quoi que ce soit. C'est impressionnant et ça fait depuis environ mi-décembre qu'il a eu un seul match où il a pas été sur la feuille de marque, c'est contre Rapperswil. Mais sinon, quasi tous les soirs, il met son ou ses points. C'est impressionnant. Mais oui, il y a eu des matchs où défensivement, c'était la pataugée. Et forcément, on le voit aussi. On est très content quand il met des buts en prolongation. Si on l'a Hockey Manager, je l'ai dans aucune équipe. Mais on le remarque un peu plus, disons. Mais il y a des soirs où c'était un peu compliqué. Contre Zurich, c'est 3 passes décisives sur les 3 buts. Ouais, là, c'est quand même un autre délire quand il est à ce niveau-là. Et offensivement, il est très impliqué. Et quand défensivement, ça tient la route, t'as l'un des meilleurs défenseurs offensifs du championnat, c'est sûr. Ça me fait un peu penser, alors toute proportion gardée, mais à Romain Leffel en ce moment qui marche un petit peu sur l'eau aussi. Il plante les buts de manière assez régulière. Et de temps en temps, Romain Leffel, on se disait aussi défensivement, il sait que c'est ce point-là que lui doit améliorer parce qu'offensivement, il a cet instinct qui fait qu'il sent le jeu mieux que certains attaquants parfois et que il doit jouer défensivement. Vatanen, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Ils peuvent monter, appuyer le rush et ils ont ce petit truc en plus. Dès qu'ils franchissent la ligne bleue adverse, ils savent quoi faire. Ils ne sont pas perdus avec le puck. Il y a un petit point sur lequel j'aimerais quand même revenir qui va être assez intéressant. C'est que Genève joue encore un match contre Ajoie d'ici la fin de saison. Mais surtout, Genève a un match en main, on va dire, contre Ajoie, qui n'ont pas pu jouer. Genève a joué que 2 fois contre Ajoie, versus 5 pour Davos. Hein. Ouais. Là aussi, si tu calcules le point par match, il y a quand même une différence. Après... Tu me diras, ouais, mais quand ils sont allés là-bas, ils ont gagné au péno, puis à la maison, ils ont perdu au péno. Donc, ils ont fait 2 matchs contre Ajoie, ils ont fait 1,5 points. On revient à 1,5 points par match pour Genève. Je fais argument contre argument, je fais tout, c'est bon. Si tu veux aller te faire un café, je gère la fin de l'épisode. Il resterait 2 matchs à jouer contre Ajoie. Si tu te rajoutes 6 points au classement, au lieu de 1,51 points par match, tu montes à 1,59. Ouais, c'est à 1,69. Il y a quand même encore une différence. 1,52 par contre actuellement. Il monte à 1,59. Disons, je pense que Genève va, même si ça leur ferait 3 matchs en 3 soirs ou 2 matchs le même soir, ils vont pousser pour essayer de trouver un moment pour jouer ce match contre Ajoie parce qu'il est capital. Si tu peux avoir tes 2 matchs contre Ajoie sur les matchs restants,
ça peut vraiment faire ça, la petite différence. Alors, peut-être pour choper le top 6, oui, ou alors pour rester à cette 7e place et jouer Berne ou Ambry, mais probablement Berne au premier tour des pré-playoffs et éviter Lausanne et Lugano. Puis si tu rajoutes, j'en parlais avant du déplacement à Ambry de Lausanne, qui les accueille également derrière, Genève va une fois à Ambry, reçoit Berne, il y a ce match coup près contre Davos, il y a Ajoie dans la foulée, peut-être un deuxième match contre Ajoie. Au niveau du calendrier, il est intéressant celui de Genève, et c'est maintenant on va commencer à regarder les calendriers des uns et des autres et puis faire des comparatifs des points par match. Ça va être super, je me réjouis. Il y a encore un truc dont j'aimerais qu'on parle, c'est la charge d'Andrighetto sur Théo Campagna. Je pense que vous avez vu. Si vous n'avez pas vu, on vous explique juste. Campagna, à un moment, il est sur les fesses. Il va arriver vers la bande derrière le but, derrière un des buts. Est-ce que c'est le but? Je ne vois rien. Il est en train de se relever et en arrivant près de la bande, il est en train de se relever, il se relève et là, on a Andrighetto qui le punaise, elle écrase contre la bande. J'aime pas du tout cette charge, je trouve qu'elle est complètement inutile. Qui plus est sur un jeune joueur. J'ai pas compris le but du gars, là, honnêtement. Puis il faut pas me dire qu'il voit pas qui c'est. Non. Et je te dirais que même si c'était Daniel Winnick, je cautionnerais pas non plus le geste. Hein. Mais alors du coup, le fait de savoir que c'est un junior, un jeune joueur, qu'est-ce que tu viens mettre une charge comme ça? Je trouve que c'est un peu petit. Et puis de la part d'une star du championnat, ça m'énerve. Ouais, elle est assez dégueulasse celle-là. Il y a encore d'ailleurs, l'enquête a été ouverte. Bon, là du coup, l'enquête, ils sont sereins avec il y a 3 semaines de compétition. Zurich ne rejouait pas. Donc, c'est comme Pouliot, hein, on a le temps pour l'appel. Exactement, ouais, l'appel, il a aussi il y a 3 semaines de marge. Mais je pourrais imaginer que ça se termine pas très bien pour Andrighetto. Après, je dis pas qu'il va prendre 15 matchs de suspension, mais je pense qu'un petit quelque chose, il devrait y avoir. Et c'est juste aussi, je trouve, pour le geste, tu sais, je sais pas si on doit justement pas juger de ce genre de choses. Mais le fait que ce soit un jeune, est-ce que ça devrait changer ou pas? Normalement pas, la loi elle doit être la même pour tout le monde. C'est nous qui nous disons ouais, t'es vraiment pas classe de faire ça à un gars comme ça. D'ailleurs Campagna, il s'est pas laissé faire. Une fois qu'il est remonté sur les patins et il a voulu aller en découdre. Et les Genevois n'ont pas apprécié, ils se sont pas laissés faire. Là pour le coup, quand on parle de culture, bah, c'est le genre de truc on fait pas. Et Andrighetto l'a bien compris pour le coup. Et on se souvient qu'il avait fait un geste qui était pas très classe contre Udon en play-off la saison passée. Ouais. Et il commence à avoir un petit il CV, avait pris un match, je crois, ouais. parce qu'il était arrivé quand même pas au niveau de la nuque, il était arrivé au niveau des omoplates, puis ça, forcément avec le mouvement, il était remonté avec la canne. Udon, c'était un peu pris une sorte de coup du lapin, mais c'était pas très classe non plus de sa part. Non, donc il y a un antécédent qui date de pas si longtemps, donc peut-être ça va jouer en sa défaveur, à voir. Mais ouais, comme tu dis, c'est vraiment pas classe. Et bien sûr, tu dois juger tous les joueurs de la même manière, mais venant de quelqu'un qui est plutôt là pour marquer des buts, et qu'est-ce qu'il sait faire ça? On a vu la veille justement contre Lausanne, à un moment il y a le puck qui lui arrive en powerplay. Ben bim, tu sais que ça monte dans la lucarne et puis il va les yeux fermés, il est capable de faire ça, il est capable de faire lever les gens de leur siège. Là il peut s'épargner ce geste-là et du coup épargner Théo Campagna au même moment. Vienne maintenant avec une victoire 7-3 contre Langnau et une défaite 5-3 à Fribourg. Match contre Langnau, on va dire que maintenant, c'est pas comme à Joie, mais d'une certaine manière, l'arrivée de Yves Sarro n'a pas fondamentalement changé. Il n'a pas encore pu gagner un match avec Langnau. Entre Jason Ellery et lui, il n'y a pas eu ce petit choc qui fait que on a vu quelque chose changer entre les deux. C'est difficile. Il a eu en plus le malheur d'avoir Alexandre Grenier qui est devenu papa et qui a dû repartir un moment au Canada, donc il devait jouer avec très peu d'étrangers et tout. C'est clair. Il pourra compter sur Robert Mayer jusqu'au bout, mais on a l'impression que maintenant, de toute façon, comme il n'y a pas de relégation, comme il n'y a rien, ça va être un peu
Bon, on va essayer de pas se prendre des tôles tout le temps, montrer un peu d'orgueil, et puis ça ira déjà très bien, quoi. Ouais, parce que là, ils sont à 0,7 points par match, 74 points par match. Est-ce qu'on en parlait la semaine passée ou est-ce qu'on s'en parlait par téléphone? Je sais plus. Mais ils ont une sacrée chance que Ajoa soit présent et battent soir après soir leur record de défaite parce qu'eux, ils en sont à 14, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça. Et on se rend pas compte, tu sais, c'est quand tu fais une mauvaise note en dictée, tu dis oui, mais il y a mon voisin, il a fait encore moins bien que moi, quoi. Je suis pas sûr que ce soit une excuse. Mais ouais, Langnau, c'est assez pourri comme saison. Effectivement, l'arrivée d'Yves Sarrault a rien changé. Après, je parlais de magie avant concernant Julien Vauclair. Bah, là aussi, je pense que Yves Sarrault, au bout d'un moment, on lui donne un contingent qui est limité avec des étrangers qui sont pas forcément là en ce moment, blessés. Parce que normalement, ils ont des étrangers qui sont top, quoi. C'est quand même censé être ton assurance vie, c'est Grenier, Pessonen, Olofsson. Sarella. Voilà, Sarella, ça a été vraiment un fantôme cette saison. Mais il était blessé, hein, vraiment assez tôt. Ça me fait un peu penser à Nettinen l'année passée, où finalement, tu as un potentiel incroyable, et puis finalement, il va passer à travers cette saison, puis on s'en souviendra pas vraiment. Ouais. Tu perds Huguenin aussi pour la saison, qui n'a pas eu de chance. Il a vraiment vécu une saison pourrie, lui. Entre maladie, Covid, retour de Covid, complications, etc. Donc lui aussi, j'espère qu'il va revenir en santé la saison prochaine. Mais tout ça pour dire que c'est un peu comme Ajoa. Tu essaies de faire jouer tes jeunes, tu essaies de voir si ton Yannis Elsner, ça peut être un défenseur de National League. Ah, c'est après que, effectivement, t'as vu Petrini, là, ils l'ont prêté à Chaux-de-Fonds. Il a joué mardi soir sur une ligne. Ça commençait la Swiss League, là, avec deux, trois apports. Genre Patry et tout, tu te dis. Guillaume Maillard à Sierre. Ouais, qui a marqué d'ailleurs le but, le 5-3 de Sierre pour dans la victoire. Le dernier but, c'est Guillaume Maillard. Il joue avec Bourgard. Ça commence à. Ils ont du temps de glace, ils ont des responsabilités. Ça donnait presque des lignes de National League, quoi. C'était assez drôle de voir ça. Et Langnau a cette possibilité d'avoir des jeunes que tu peux faire quand même jouer qui ont un niveau de junior élite. C'est pas forcément beaucoup plus simple, hein. Mais c'est clairement plus simple qu'Ajoa. Mais là, on digresse un peu parce qu'il faudrait quand même qu'on parle de Bienne. Parce que Langnau, c'est bien, mais je pense que nos auditeurs préfèrent quand même. Les gars qui se disent la capsule biennoise, ils sont sympas, là, nous parler de Petrini. Là, parlez-nous voir un peu de Luca Ischier. C'est quoi ton avis sur Jules Sturny? Excellent joueur. On va faire un carton du côté de Elemental avec cet épisode, je me réjouis, quoi. De Vorbe à Langnau, alors on est bon, hein. Mais Luca Ischier... Match à 5 points, Luca Ischier, 3 buts, 2 passes décisives contre Langnau. Bon, quand tu mets des joueurs, quand tu mets des joueurs dignes de National League avec de bons joueurs comme As et Rayala, c'est plus facile de jouer au hockey, on va dire. Puis Luca Ischier, c'est un bon joueur de National League, un peu peut-être sous-évalué, où il est passé un peu sous le radar parce que cette saison, il a été commotionné longtemps, il est revenu une fois. Un match, il rechute, on le revoit pas pendant 6 semaines. On l'a pas vraiment vu, il a joué que 22 matchs, mais là il a cette place en première ligne, ce qui permet justement d'avoir ton Ugly ailleurs dans l'alignement. Il amène cette profondeur là justement qui est hyper précieuse, là où un Langnau doit centraliser ses talents dans la première ligne pour tenter d'avoir une ligne dominante. Ou doit mettre Nolan Diem en défense. Ouais, alors bon, là c'est encore pire, mais où tu dois centraliser tes talents pour ou à joie, hein, te dire au moins si on a une ligne qui a une chance de nous faire quelque chose, tant mieux, puis les autres on verra bien. Non, bien ils ont pas ça. Bien ils disent au contraire, ils disent comment faire pour rajouter un peu de talent sur une 3. On met peut-être un Luca Ischier qui va gratter des pucks, qui va aider Rayala et As à être bons, ce qui nous permet d'avoir Ugly pour être plus dans un rôle de finisseur sur une 2, sur une 3, là où Ischier est peut-être un petit peu moins. Alors là, le match contre Langnau, ça donne tort parce qu'il met 3 buts, mais ça va pas être la norme. Luca Ischier va pas mettre 3 buts par soir. Mais du coup, cette arme supplémentaire-là, elle est hyper précieuse pour Antti Tuominen. Mais ils ont des armes, à part ça, si on fait juste le compte, hein, tu vois, quand Luca Ischier sort comme ça, un coup, ça peut être Ugly qui marque de 2 buts, un coup, ça peut être Offert, qui est vraiment très très bon. Un coup, ça peut être peut-être Kessler aussi. Ces 4 ailiers qui sont là, je dis pas qu'ils sont interchangeables, mais tu touches pas à la Kunti Brunner, Kunzle-Brunner. Et Asrayala, t'as ce duo-là, t'as Salinen en centre, finalement. Ouais,
on l'a déjà souvent répété, mais cette équipe de Bienne, elle est belle à voir. Enfin, sur le papier, honnêtement, quand tu vois ce qu'il y a à disposition, c'est très solide. Moi, si tu me demandes maintenant mon top 4, quelles sont les demi-finales que je vois, et c'est sans savoir si c'est possible de faire entre le premier et le deuxième, parce que c'est trop compliqué. Mais objectivement, mais c'est peut-être un peu sur le papier et un peu sur ce que je vois, Zug, Zurich, Fribourg, Bienne. Pour moi, le top 4, si on a ça, on aura des super demi-finales en termes de jeu. Ouais, bah, moi j'ai Bienne dans mon top 4 avant la saison, dans mes paris d'avant-saison. Mais ils ont un peu de peine Et je suis complètement de cet avis-là. J'ai pas bougé. Finalement, moi je vois toujours Bienne vraiment, vraiment, vraiment bien. Quand tu as en plus un Brunner, c'est pas attendu qu'il soit à 38 matchs, 36 points actuellement, dont 19 buts. Mais ils ont 4 joueurs à plus de 10 buts. Ils ont, comme tu disais, Kessler à 9, Offert à 8, mais en 25 matchs. Ouais. Salinen à 7, en 23 matchs. Tu dis, ouais, ok, offensivement, ça vient de partout actuellement. Et si tu regardes l'alignement de Bienne, comme tu disais avant, tu as une ligne qui est inamovible parce qu'elle fonctionne bien, tout simplement. Et contre Fribourg, elle met, alors en termes de stats avancées, alors en plus elle flanque des goals, donc logiquement ça va être plus profitable. Mais qu'est-ce qu'elle est forte, hein. Elle génère. Alors, en termes de Corsi, là, on est bon. Hein. Il avait pu faire jouer tout le match. Il n'y avait pas 5-3 pour Fribourg. C'était peut-être un peu plus serré. Hein. Mais après, voilà, tu as Ugly Kessler Salinen au centre. Et tu te retrouves avec un Korpikoski qui est ton étranger. Alors, lui, il a eu aussi une saison compliquée avec des blessures, mais qui débarque sur ta 4e ligne en ce moment, Korpikoski. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et ça, c'était à Fribourg. Et il manquait Offert. Donc tu rajoutes encore Offert avec Korpikoski et Ramon Tanner par exemple sur une 4. Ça n'a pas grand chose à envier aux Zug et Zurich. Je dis pas forcément en termes de talent pur, mais par contre en termes de profondeur, c'est mieux que Fribourg dans l'absolu presque. Mais oui, parce que tu peux jouer, tu baisses le temps de jeu de certains pour donner un peu plus. Du coup, tu as plus de punch offensif quand ils montent sur la glace. On va dire, si on schématise, c'est pas du 19 minutes pour la première, 16 pour la 2, 15 pour la 3 et puis 9 minutes pour la 4. Tu peux diluer ton temps de jeu. Et puis, hyper important dans certains matchs où justement il faut un peu de fraîcheur. Il va pas se plaindre de ça. Défensivement, le Vejakovenko, c'est très solide. Surtout qu'il y a Radgeb qui est pas là quand même, qui amène encore du punch offensif. Faire le malin sur Instagram aux Maldives, il y a du monde, mais par contre faire des points hockey manager à ceux qui l'ont conservé, là il n'y a plus personne. Hein. Je me suis dit, quand tu as dit, il y a une liste de 20 joueurs dans la taxi squad et tout, je me suis dit, alors Radgeb, il n'y est pas. Hein. Là, lui, il est du côté de... J'ai regardé le nom, parce qu'il a mis le nom, c'est un petit atoll, une petite île qui est pas près de Malé, mais au nord, là. Hein, il va bien s'amuser. Défensivement, Löw, Yakovenko, Grossman et Forster qui ont une expérience monumentale, qui ont des titres de champion, à pas négliger. On a par contre un Noah de Lemont, alors qui a connu un match compliqué visiblement contre Fribourg. Mais de Lemont, ça devient plus ton 6, ça devient ton 7e défenseur. C'est ça, et que tu peux peut-être mettre sur le powerplay. Si Radgeb est de retour, je dis évidemment. Exactement. Mais ils ont un contingent, tu vois que ouais, c'est vraiment... Il y a de la profondeur, quoi. Mais ce match à Fribourg, ça a quand même été aussi un révélateur. Oui, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui génère du jeu, qui crée de l'offensive. 35 shoots à 25 pour Bienne, mais défaite 5-3 quand même au bout du compte. Alors, il y avait Pope au but à la place de Van Pottelberg. Ouais, qui n'a pas été... À la fin du match, on en débattait avec des fans des deux équipes. Qui me dit Van Pottelberg il a quand même pas été bon. Je dis ouais, je suis d'accord, mais c'est un peu sévère de lui mettre ça sur le dos. Pope, tu disais Van Pottelberg. Oui, Pope qui a dû rentrer à la place de Van Pottelberg. C'est dur de lui mettre ça sur le dos quand même, je trouve. Et Joran Van Pottelberg, c'est terrible ce nom aujourd'hui, je patauge, qui peut pas aller aux Jeux Olympiques en raison du Covid. Mauvaise nouvelle pour lui à titre personnel évidemment. Bonne nouvelle pour Bienne quand même d'un côté, au moins tu sais que ton gardien là il a 3 semaines pour se mettre du Covid. Mais on est en 3e gardien au JO, alors tu vis l'expérience, mais vu que l'expérience de ce qu'on voit, hein, c'est très limité, est-ce qu'on peut vraiment parler d'expérience? Ouais, une expérience scientifique, ouais, mais tu vis pas vraiment le truc. Je suis pas persuadé que le mec se dit... Je pense que c'est plus facile à digérer en étant olympien une fois, d'accord, mais en tant que 3e gardien, c'est un peu particulier. Puis je pense qu'il a
du coup déjà pu choisir son numéro de chambre à Helsinki pour le prochain championnat du monde parce que Patrick Fischer va le prendre. Ouais, alors, c'est hyper intéressant. Alors, je pensais pas qu'on débattrait de ça. Je me pose la question, parce que les New Jersey Devils, ils vont aller nulle part. Il y aura Akira Schmidt. Akira Schmidt... Parce que la question maintenant que tu te poses quand tu es Patrick Fischer, c'est quel est ton gardien du futur? Ouais. Parce que Giannoni et Berra sont éternels, mais quand même pas non plus jusqu'à plus soif. Donc... En année olympique, est-ce que tu... Après, il faut voir avec Akira Schmidt, est-ce qu'il peut être passé en AHL avec qui il pourrait faire chercher une Calder? Évidemment. Les Devils pourraient tout à fait le parquer là. Et aussi, en année olympique, est-ce que Berra et ou Giannoni, qui sont dans le top 2 actuellement, c'est les gardiens 1 et 2 du championnat, peuvent aller loin en play-off? Est-ce que vraiment, avec une année olympique, plus des play-offs potentiellement longs, j'ai l'impression que Giannoni, c'est un acquis. Berra, Fribourg, ça reste toujours un point d'interrogation. Est-ce qu'ils vont encore, à leur âge, faire un championnat du monde de plus? Les deux? Peut-être pas, justement. Non, mais tu sais que quand tu vois, à part ça, ce que tu peux avoir comme équipe à Helsinki, honnêtement, à l'heure actuelle, on sait qu'on aura Nico Hischier, s'ils ne sont pas blessés, hein, Nico Hischier, Siegenthaler qui est en train de faire une saison monstrueuse, malade en termes de stats. C'est un défenseur défensif incroyable. On a Yanis Moser, les Coyotes, on sait que ça n'ira pas en play-off. Il peut peut-être y avoir Timo Meyer, il peut peut-être y avoir... en gros, les seuls qui ne pourraient pas y avoir... Enfin, Kourachev, Pius Suter, je crois que c'est plutôt en bonne voie pour l'instant. Donc, en gros, c'est Niederreiter qui sera en play-off. C'est Yossi, normalement. C'est Fiala. C'est embêtant parce qu'ils sont vraiment très, très bons. Mais la NHL commence ses play-offs tout début mai et le championnat du monde commence le 14. Donc, ça laisse quand même 2 semaines. Ça veut dire que ton premier tour de play-off, il est boc. T'as les sorties de... quand t'es éliminé, tu dois faire les évaluations avec les coachs et tout. On sait que Romagnosi, en gros, s'il a pas une jambe en moins, il a jamais refusé. Mais il vient quand même. Donc il vient. Ouais, même avec une jambe. Oui. Donc là, on est sur un truc qui est... tu te dis, est-ce qu'un Berra, Giannis dit, il regarde le contingent, il dit, ouais, mais là, on a quand même une belle chance. On sait que c'est la fenêtre pour l'équipe de Suisse, si on a Yossi, et elle est quand même... C'est là où elle est ouverte pour un titre. Du coup, on a parlé dans Bienne, on a parlé de Langnau, de l'équipe pour l'équipe de Suisse. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler, je sais pas, d'Ambry dans cette capsule biennoise? On va terminer là. Non. Le staff de Bienne a été prolongé. Tu voulais en parler? C'est juste. Ouais. Alors c'est pas Turmenen, ça c'était déjà. Mais il y a 3 personnes du staff. Ouais, ils ont annoncé en tout début de pause olympique que l'assistant Oliver David a été prolongé jusqu'en 2024, que Thomas Zamboni a été prolongé jusqu'en 2024, lui aussi c'est coach vidéo FAS, et Willy Kaufmann, entraîneur physique, qui est là depuis 2010, qui a prolongé jusqu'en 2023. C'est bien, parce que ça leur fait en gros tout leur staff avec Tormenen jusqu'en 2024. Et Marco Streit, coach des gardiens. Exactement. Également. La sérénité du truc, le fait que ils peuvent travailler comme ça, il n'y en a pas un qui est peut-être sur le ballon. Je trouve que c'est assez... ça correspond à Bienne, finalement. Ça correspond à la politique mise en place par Martin Steinegger. J'ai l'impression que... Voilà, c'est fait. C'est bien de l'annoncer. En plus, c'est pas les noms les plus ronflants, on va dire que... Mais ça mérite aussi qu'on parle un peu de ces gens-là, qu'on cite au moins leur nom. On va pas commencer à faire des grandes théories sur l'apport de David Oliver en ce moment, ou bien sur le Willy Kaufmann. Mais, par contre, si on se projette un tout petit peu post-Jeux Olympiques, Bienne revient avec un back-to-back, là aussi pas tout à fait, parce que c'est pas en 2 jours, mais avec une double confrontation contre Ajoie. Non, je bug. Match amical contre Ajoie le 11 février, puis match de championnat contre Ajoie le 25, Berne dans la foulée. Là aussi, tu joues des équipes plutôt de bas de classement, puis un match contre Davos, un contre Lausanne. Mais voilà, c'est quelques défaites consécutives, pas consécutives, il y a une victoire au milieu, mais c'est une période un petit peu creuse, comme on disait la semaine passée, avec des défaites certes logiques. Tu as le droit d'aller perdre à Zug, tu as le droit d'aller perdre à Genève, tu as le droit d'aller perdre à Fribourg pour le coup, mais entre-temps, tu gagnes le match qu'il faut contre Langnau, il y a un match contre Ajoie, donc le point et demi qui fait du mal à Genève, parce que justement ils vont pas remonter, eux ils leur fait du bien, et puis
le train vers le top 6, à mon avis, c'est bon, ils sont dedans là. On termine avec Fribourg qui a enchaîné deux victoires, 4-1 contre Ajoie. Ça, c'est pas anecdotique, mais et puis après un beau match 5-3 contre Bienne. Très joli match, à part ça, on y était. Et on a vu un Di Domenico et un Julien Sprunger de gala. Ouais, vraiment. 4 points chacun. Cette ligne-là a amené énormément d'offensives. Et que quand cette ligne-là... c'est ce qu'on dit de temps en temps... Enfin, c'est ce qu'on dit à longueur, on va dire, de semaine. C'est que Fribourg va toujours trouver cette saison, à peu de choses près, un moyen de gagner. Et quand c'est pas X, c'est Y. Et quand c'est pas Y, c'est Z. Et là, en ce moment, Schmidt joue bien. Parce qu'on parle début de saison, je trouve, Schmidt. À part ça, il a vraiment franchi un palier, je trouve, cette année. On en parlera après. Son contrat court jusqu'à... Il a encore une saison. Ouais. Mais ça va être un truc important. Hein. Ça va être intéressant parce que dans l'alignement de Christian Dubé, tu as Desharnais comme centre numéro 1. Et longtemps, il a dit qu'il voulait un centre en 2. Mais un centre étranger comme autre attaquant. L'un des 3 ou 4, ça dépend le nombre d'étrangers qu'on aura la saison prochaine. Ouais. Et le nombre qu'il va pouvoir engager. Mais avec l'avènement de Schmidt qui tient la deuxième ligne finalement depuis le début de saison, et Fribourg, comme disait Julien Sprunger après le match, si on est premier après 40 matchs, c'est qu'on fait quand même 2-3 choses justes. Dans cette équipe qui fait des choses justes et qui gagne des matchs, Schmidt, c'est un bon centre numéro 2. Il tient la route. Est-ce qu'il ne serait pas bien en centre numéro 3 ? Après, tu mets Walzer en 4. Alors, le truc, c'est que de nouveau, tu le payes quand même relativement bien. C'est là où je veux en venir. Ça devient compliqué. Mais si tu as la possibilité. Surtout que tu as Bikov qui peut venir jouer au centre si jamais. Tu as Berchi qui pourra venir jouer au centre si besoin, il sait le faire. Marchand, également un centre tout à fait capable. Il l'a fait quand Desharnais était malade, il a joué au centre. Est-ce qu'au bout d'un moment, cet avènement-là va pas faire la différence pour qu'au bout d'un moment, il engage plus d'ailiers ? Ouais. Non, c'est juste. À part ça, quand tu viens d'énoncer là, les joueurs... Marchand, il a un contrat jusqu'en 2023, c'est juste. Oui. Schmidt jusqu'en 2023, c'est juste. Kylian Motet jusqu'en 2023, c'est juste. C'est intéressant, ça. Enfin, dans le sens, quand on aime faire les rosters et tout, et que tu penses un tout petit peu plus loin. Je sais que c'est loin, hein, 2023, tu te dis, il y a encore... finissons déjà la saison en 2022, mais ça veut dire que tu es quand même déjà obligé de penser maintenant. Fribourg a fait de gros investissements quand même avec Diaz, a fait un gros investissement avec Christophe Berchi. Il y a toujours Reto Berra qui a un investissement assez important. Après, est-ce que tu vas vouloir investir sur ces 3 joueurs qui sont 3 fribourgeois en plus? Et on sait qu'Hubert Weber, il l'a encore redit au Pécaliste lundi, il tient beaucoup à ça. Et que si Julien Sprunger parle d'identité, forcément que l'identité, on a bien senti qu'à Fribourg, cette appartenance, elle était vraiment centrale. Quand on parle tout d'un coup de Glauser aussi, quand il y a eu Ebicher, ça a fait un fond pas possible parce qu'on laisse partir de nouveau, voilà. Et il s'en sort pas si mal que ça à Rapperswil, donc finalement tant mieux pour lui. Et est-ce il se serait aussi bien développé pour l'instant à Fribourg? Sans doute pas. Donc il y a encore Gaëtan Jobin qui a été prêté en Swiss League. Il y a encore là on a appris que Timothée Chalère serait en Swiss League là. Visiblement il va pas re-signer avec Fribourg. Ouais, la Liberté l'annonce, je suis pas choqué. Moi, on m'a dit dès le début de saison que ce serait très difficile pour lui de jouer d'abord directement en National League. Rappelons une chose, alors c'est une époque qui est différente, c'est terrible de parler d'époque quand on parle de Kylian Motet, mais Kylian Motet, avant de devenir un joueur à 15-20 buts par saison, il est passé par Lausanne en Ligue nationale B, il est passé par Ajoie en Ligue B, il est passé par Sierre en Ligue B, avant de revenir à Fribourg, où là, il a trouvé son rôle. Donc finalement, de voir un Timothée Chalère, je ne sais pas quel est son potentiel, je suis pas apte à juger le développement futur de Timothée Chalère, et je ne m'estime pas l'être. Mais par contre, si on estime qu'il a un potentiel pendant le futur, je pense qu'il faut lui faire une belle tape sur l'épaule, puis dire va d'abord une saison ou 2 à Chaux-de-Fonds ou ailleurs, où tu veux. Tu reviens chez nous derrière, on te fera une place si t'es bon. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est de dire,
on te jette pas comme une vieille chaussette. On dit, ça sert à rien qu'on te prenne un contrat puis qu'on te prête en Swiss League. Va en Swiss League te faire tes dents et puis reviens après. Si tu plantes des goals, ben, on sera très heureux de te récupérer, on fera ce qu'il faut parce que Chalère à Fribourg, ça parle. Donc ça, je me dis, Fribourg arrive quand même souvent maintenant j'ai l'impression à appeler les anciens ou à appeler des gars qui sont partis, peut-être pas forcément en super termes, mais pas forcément non plus en mauvais termes. Et puis, Julien Spronger, malgré tout, n'est pas éternel. Donc, si tu vas t'aguerrir 2 ans, dans 2 ans, qui dit que il sera toujours là c'est vraiment... Finalement, c'est ce qu'on vante très souvent le modèle Zougois de Zoug Academy, joueurs qui vont à Zoug Academy et puis qui remontent après. 16-17, le top scorer de Zoug Academy, c'est Yannick Zender, 32 matchs, 26 points. En 17-18, le top scorer, c'est Sven Leyenberger, 40 matchs, 35 points. C'est des joueurs qui sont passés par la Swiss League. Alors oui, quand c'est dans ta propre organisation, puis que tu as ta structure pyramidale sur site, et puis tu as des chemins entre les deux vestiaires qui sont quasi directs, c'est plus facile. Mais finalement, ce serait exactement la même chose qui peut se passer avec un Timothée Chalère. S'il a le niveau, tu vas faire 2 saisons là-bas. Et puis oui, c'est pas dans la même structure, c'est pas dans la même organisation. Mais au bout du compte, qu'est-ce que ça change ? Et moi, je peux imaginer que lui aussi, pour son développement personnel, des fois, de vouloir absolument jouer en haut, mais de pas jouer et puis d'avoir 3-4 minutes par-ci par-là, pour le développement, c'est peut-être pas forcément une super idée, mais d'avoir un rôle en bas, ça va peut-être vraiment l'aider. Et s'il explose, tant mieux pour lui, et puis il reviendra à Fribourg ou ailleurs, mais il reviendra avec un rôle en National League. La question entre les trois, entre Motet, Marchand, Schmidt 2023, est-ce que tu penses que Fribourg peut garder les 3 ? Oui, je pense que Fribourg peut garder les 3. Déjà, il y aura Mathias Rossi qui termine aussi son contrat, donc lui aussi, ça va être un joueur qu'il va falloir soit re-signer, soit remplacer, ou soit il y a un salaire qui tombe. Julien Spronger est aussi en fin de contrat, donc là aussi, il y aura une renégociation avec lui. Vu comme il joue actuellement, tu te demandes si la renégociation, elle se fait, dans quel sens elle va se faire. Ouais. Non, je pense pas, je rigole. Mais il y aura des joueurs à remplacer, il y aura des salaires à re-signer. Donc même si tu dois augmenter Schmidt, tu dois augmenter Marchand et Motet en 2023 aura quand même 32 ans. Bien sûr. Il va pas signer un gros contrat comme on pourrait l'imaginer, genre un Christophe Berchi sur 7 ans et puis le même genre d'argent. Non, c'est pas ce qui va arriver. Et on le voit cette saison. Kylian Motet, il y a des moments où il n'est pas là. Mm-hmm. Il y a des moments où il est là et vraiment, vraiment là et ça se voit. Mais il y a des périodes de 4, 5, 6 matchs où tu le vois pas trop. Donc, c'est le prototype même de ce type de joueur qui tout d'un coup sort et flanque un doublé. Et puis d'un coup, il a une super période. C'est le buteur par excellence, quoi. Je suis d'accord avec toi. Il est streaky, j'ai l'impression. Il l'est vraiment. Et après, il y a des moments où sur 10 matchs, il te met 15 points, et dont 8 buts. Et puis, tu dis, waouh, Kylian Motet, il est vraiment au niveau. Là, actuellement, il est sur 10 matchs. 13 points, 4 buts, 9 passes décisives. Tu ne montres pas grand-chose là de plus de sa part, on est bien d'accord. Mais au moment de sa négociation, il aura 32. Il va aller sur sa 33e année. Je pense qu'ils vont faire une Fribourg avec lui. Elle signe sur 4 ans. Ça va lui faire un peu d'argent garanti. Moi, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour les re-signer les 3. Alors, il y a encore un joueur. Il y a 2 choses dont j'aimerais encore parler. Il y a une chose qui concerne Fribourg, c'est Brodin. Et puis une chose qui ne concerne pas Fribourg, c'est Grégory Hoffmann. Parce que ça me fait penser avec 2023 et les contrats. Concernant Brodin, Djurgården... il a envie de retourner là-bas. Marcus Kruger aussi de Zurich d'ailleurs, que Zurich aurait bien voulu conserver, mais je pense que l'appel aussi, une question familiale. Enfin voilà, ils ont fait une jolie carrière en Suisse et puis ils décident de retourner au pays. Rien de plus normal. Brodin, il va quand même. C'est un peu ambivalent parce que tu te dis il manque quand Brodin joue super bien. Qu'est-ce qui va manquer? Puis de la même manière que Kylian Motet, quand tout d'un coup tu le vois moins, tu te dis, est-ce que Brodin jouait et du coup, forcément, il ne va pas te manquer puisque tu ne l'as pas vu.
Et comme c'est un étranger, ça va être plus simple de trouver. Enfin, il y aura forcément un remplaçant. Mais de ce que j'ai compris, Fribourg veut partir avec 5 étrangers, n'a pas Oui. tellement envie de partir avec 6. Non. Le 6e étranger étant finalement Christophe Berchi d'une certaine manière, quoi. Oui, et la wildcard, comme on l'a expliqué une fois ou deux déjà, je pense qu'ils vont partir à 5 et puis réajuster en cours de saison pour le 6e. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'expliquait Christian Dubé il y a un mois quand il y a eu une rumeur sur un défenseur tchèque. Il a dit non, moi je vais pas prendre maintenant, je vais prendre personne avant la fin des Jeux Olympiques. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour l'instant, il a pris aucun 5e étranger. Pourquoi ? Parce que ça fait deux mois de plus à payer le même gars. Bah non, garde ton argent. T'as pas besoin d'engager un étranger maintenant. T'es leader avec ton équipe. Garde ton argent. Et puis d'ici là, il y aura peut-être plus d'offres, enfin plus de joueurs sur le marché. La KHL qui dégraisse comme chaque année aux mêmes périodes avec des joueurs qui deviennent libres parce que leur équipe va nulle part en KHL. Donc, c'est ce qui va se passer. Il y aura une enveloppe qui va se débloquer pour un 6e, mais commencer à 5, je pense que c'est ce qui va se passer. Comme je l'ai déjà dit, je suis assez persuadé que plusieurs équipes vont faire ça. Et du coup, Fribourg est sur le marché pour un 5e étranger. On a longtemps cru que ce serait un défenseur. Christian Dubé a dit que le marché était sec niveau étranger après le match contre Davos. En termes au Là, poste de défenseur. Pour cette année, ouais. Au poste de défenseur. Donc, il n'exclut pas d'engager un attaquant. Il a rigolé, il a dit en tout cas pas un gardien. Bon, ça c'est assez logique quand tu as l'un des 2 meilleurs gardiens de la ligue dans ton équipe. Après, quoique, d'avoir une assurance d'un gardien étranger, c'est jamais perdu à ce moment-là. Zurich l'a eu fait d'engager en plus de Fleuler. Ils ont fait Kovar là. Mais ils viennent de le refaire avec Kovar. Ils avaient engagé pour nous faire paniquer l'année passée ou l'année d'avant Frédéric Peterson, alors qu'ils avaient Frédéric Peterson en attaque, on comprenait plus rien. Non, là ça va pas arriver à Fribourg, ils vont pas engager un gardien étranger, ils vont aller avec lui et puis croiser les doigts en espérant que tout se passe bien durant les playoffs. Quand tu pars avec Berra, t'investis autant dans Berra, tu comptes sur lui en playoffs, c'est logique. Derrière ou devant, vu comme joue Brodin, moi j'entends d'engager un attaquant. Et de faire de Daniel Brodin ton surnuméraire. Ouais. Dernier point, je l'ai mentionné avant, c'est Gregor Hoffmann, parce que j'ai encore lu ce matin. À Fribourg, non. On les envoie tous à Fribourg, c'est ça. Reto Klee qui disait qu'il aimerait bien discuter de la prolongation de contrat avec Gregor Hoffmann. Forcément que comme il a prolongé Simeone et prolongé Kovar jusqu'en 2025, l'idée d'avoir le trio encore ensemble jusqu'en 2025, le Titi évidemment, qu'il ne voulait pas non plus trop l'embêter maintenant qu'il était de retour, qu'il y avait eu ça, puis qu'il y avait les Jeux Olympiques, qu'il a eu foutre un peu la paix. Mais il est obligé de s'inquiéter puisque 2023 approche finalement à grands pas. Et on est bien d'accord que malgré ses 31 ans à la fin de son contrat, puisqu'il est de 92, le Grégou, si tu fais bien ton boulot de directeur technique, t'es obligé d'arriver avec une offre de malade mental pour Gregory Hoffmann. Oui, surtout que il n'y a pas si longtemps, les internationaux de ce niveau-là se signaient 1 an en avance. Et là, maintenant, de plus en plus, on commence à avoir des joueurs moins internationaux en puissance qui signent 1 an à l'avance. Donc un Hoffmann, il doit commencer à signer effectivement 18 mois en avance. Moi, je vais quand même poser une question un peu vache. Il a quel âge, Gregory Hoffmann, actuellement ? Il est de 92, donc il est dans sa 30e année. Donc dans 2 ans, à la fin de son contrat, il aura 32 ans. Ouais, 2023, il est de 92, il sera dans l'année de sa 32e année. Alors, nous qui approchons voir et on avons déjà dépassé notre 40e année, on ne veut pas commencer à dire qu'il est vieux, hein, surtout pas. Mais tu te retrouveras avec un joueur ultra énergique, ultra rapide, qui joue beaucoup sur cet aspect-là, à 32 ans. Tout à fait. Alors, je pose une question un peu vache. À 32 ans, est-ce que vraiment, tu parles d'offres de malade mental pour te citer pour Gregory Hoffmann ? Est-ce que c'est pas casse-gueule ? Sans doute. Dans l'absolu. Après, tout dépend. Forcément que l'idéal pour le club, ce serait de dire nous, on t'offre 2 ans avec une année en option. Je sais pas quoi. Parce que ça, tu joues sur les 2 années où tu te dis que normalement, il aura encore les réacteurs au patin. Et tu sais que ça va pas être ça. Tu sais que ça va être beaucoup plus. Tu sais que de base, on peut partir, je pense, sur... Si c'est pas 4 ans,
c'est débile. C'est forcément 4 ans de contrat. Tu mentionnais Kylian Motet, tu disais 4 ans, tu disais une Fribourg. Bah là, on a vu que si on est capable d'envoyer 4 ans à Diaz à 35 ans, pour un défenseur, on sait que c'est pas le même. L'âge compte pas de la même manière. Et comme un gardien, la même chose. Comme un chien et un homme. Quoi. C'est pas, il y a un ratio, mais je sais pas lequel est pour les attaquants et les défenseurs. Mais là, tu es obligé d'aller sur du 4 ans minimum. Et est-ce qu'on pourrait avoir 1 million pour un joueur comme ça? Ça paraît complètement fou, hein, le chiffre. Mais on avait vu aussi, et je me rappelle que tu avais assez vite mentionné le fait que quand il a signé à Zug, avec les impôts, on avait à peu près, on imaginait le salaire qu'il pouvait toucher, et de se dire qu'à Zug, ben, il économisait simplement par rapport à Lugano X. Bah, lui, il sait ce qu'il touche à Zug. Plus de 130 000, je crois, sauf erreur, sur un salaire à 750 000. Ça faisait quand même une sacrée somme. Donc ça veut dire que si tu veux compenser ça, puis qu'il gagne à peu près la même chose, et il n'y a pas de raison qu'il ne veuille pas gagner la même chose, tu vas devoir sortir le chéquier pour compenser ça. Mais par contre, là où je pense que c'est intéressant, peut-être qu'un Zurich qui a déjà Malguin, qui a déjà Andrighetto, d'ajouter un Hoffman, ça a évidemment du sens. Mais stop. Mais t'engages Patrick Fischer au coach alors, puis tu fais l'équipe de Suisse, puis tu l'engages à Zurich. Exactement. Mais Lugano, par exemple, peut se dire, bah, forcément avec son amie tessinoise, le fait qu'il est très attaché au Tessin, ils en refont, il est de retour, l'enfant, machin, très bien. Je peux imaginer qu'un Lausanne qui aime bien donner des contrats se dit, bah, nous pour l'instant, je disais modestement que je trouvais c'était difficile d'avoir un joueur envers qui tu as envie d'avoir t'es un gamin, tu veux qui floquer ton maillot, bah un peu compliqué. Grégory Hoffman, tu te poses pas la question en fait, même s'il est pas bon, tu te dis parce que tu te rappelles de tout ce qu'il a fait, puis tu te dis c'est la star, un peu comme Malguin et tout. Donc voilà, après pour envoyer des toutes grosses sommes, je pense qu'on a quand même fait un peu le tour des clubs. J'imagine. Surtout si Berne fait Sven Berchi dans pas trop longtemps, ce qui est prévu avec Vermin. Oui, t'as énuméré, je pense, les équipes. Après, il y a toujours moyen, là aussi je fais un peu la langue de pute, mais hors budget du côté de Bienne, on a trouvé un sponsor. Parce qu'il est jurassien bernois, on se voilà. rappelle. Donc, on a trouvé un sponsor pour Grégory Hoffman. Alors, mais il n'est pas dans le budget, on n'a pas beaucoup d'argent, mais hors budget, pourquoi pas. Mais si Rolex, ça les intéresse, il n'y a pas de problème. Tissot là-bas plutôt. Mais... Oui, non, mais je dis à Genève, par exemple. Ah, pardon. Si Rolex décide, il n'y a même pas besoin de poser la question. Peu importe la somme, ce sera OK. Maintenant, est-ce qu'ils aimeraient faire de Hoffman la truc du projet? J'en sais rien. Mais effectivement, je pense que si tu es en quête d'identité régionale et que tu veux, je dis régionale au sens très large du terme, mais si tu es Lausanne et puis que tu veux une figure de proue de ton vaisseau, on va dire, il y a pire comme joueur sur le marché. C'est dans 1 année et demie, il peut se passer beaucoup de choses. Reto Clay a dit que pour lui, c'était ils allaient négocier et puis qu'il avait espoir de trouver un terrain d'entente avec lui. Je pense quand même que Zug fait la course en tête. Aussi parce qu'à Zug, et quand Hoffman, il ne faut pas oublier, quand Hoffman signe à Zug, il dit ici, les infrastructures sont incroyables. Le truc Oignon Mark, et on en parle bientôt dans chaque épisode, mais c'est le must pour un athlète en termes de suivi, en termes de conditions d'entraînement. Il n'y a pas mieux en Suisse. Il nous en avait parlé d'ailleurs. Il nous en avait parlé dans l'épisode qu'on a fait avec lui. C'était une des raisons pour lesquelles Alors, est-ce que d'autres clubs se sont mis à niveau? Non. Berne parle de faire justement un centre de performance inspiré de ça. Mais c'est quand même un budget, hein, et pour faire un truc aussi bien que ce qui se passe là-bas, franchement, personne n'y est actuellement. D'ailleurs, on voit, l'équipe de Suisse, avant de partir en Chine, elle est où? Elle est à Cham. Parce que c'est là où il y a ce centre en Yormark et qui est vraiment super. L'équipe de Suisse masculine et l'équipe de Suisse féminine, ils ont tout sur place. Je crois qu'ils peuvent aussi moduler les patinoires. Oui, ils se sont entraînés sur des glaces NHL. Donc vraiment, tout est fait pour. Est-ce qu'en Suisse, quand il y a ça, ma foi, tu es le premier, tu as réussi à faire ça. Est-ce que... et ça a coûté des centaines de millions, je crois, en tout cas des dizaines, ça c'est clair. Et que Strebel a vraiment bien aligné ça. Est-ce que toi, que ce soit à Lausanne, Genève, Berne, tu as vraiment envie d'avoir un centre de performance aussi haut, puis tu vas compétitionner contre l'autre pour avoir l'équipe de Suisse qui vient surtout. Est-ce que c'est vraiment rentable? Je sais pas. Non, je suis d'accord avec toi. Mais du coup,
Bah, au bout du compte, t'es Greg Hoffman, t'as les meilleures conditions, t'as le meilleur centre d'entraînement, t'as un endroit où fiscalement c'est intéressant. Bah, derrière, pour réussir à le sortir de là, ça devient un petit peu compliqué. Et comme tu disais très justement avant, sa copine, elle vient de Lugano, la ragazza, selon Arnaud Descourteaux. selon Arnaud Descourteaux. Elle vient de Lugano. Est-ce que Zug Lugano, bah, c'est une ligne directe, t'es pas très loin à vol d'oiseau. C'est dur de l'enlever de là-bas. Et comme tu disais, peut-être Lugano, justement, pour le faire revenir au Bercail. Mais changer de vie complètement pour venir en Suisse romande, ou ce dont on parlait avant, pour rigoler presque de Bienne, etc. Ah, je sais pas, mais ça, on va en parler encore 2-3 fois, je pense, d'ici la signature du contrat. Et ben, on est au terme de cet épisode 19, le premier de la trêve olympique. On devrait quand même réussir à être là pendant les Jeux. On verra à quelle fréquence. Ouais, ça, on peut pas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et puis on vous dira tout. D'ici le prochain épisode, bah, peut-être jeudi prochain, après le premier match de l'équipe de Suisse, c'est possible. Bah, on est disponible sur les réseaux sociaux pour échanger avec vous, pour débattre de la culture du hockey. Non, c'est vrai, on n'a pas trop débattu de ça, nous, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas écouté la partie sur ça, on en a parlé plus tôt dans l'épisode, pour ceux qui ont suivi juste leur club. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux sur YouTube, sur Spotify, sur SoundCloud, etc. Et puis, portez-vous bien et bon début de Jeux Olympiques à 3h du matin pour le ski. À bientôt.